Ça. J'ai cliqué sur lancer la diffusion. Ah, c'est bon. Alexis, c'est bon. Bonjour à tous. Alors, on attend encore juste 30 petites secondes, voir si un ou deux participants nous rejoignent. Bienvenue à tout le monde pour cette session de webinaire sur l'intelligence artificielle. Ok, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Alexis Folliet, je suis responsable commercial de la société ProBayes. Et donc, on est ravis de vous accueillir pour cette session de webinaire qui porte sur l'intelligence artificielle, vous l'avez bien compris, et sur le risque transactionnel et la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, je serai accompagné de Anna. Bonjour. Qui est data scientist chez nous, et de Mohamed. Bonjour. Qui est ingénieur R&D chez nous. Donc, on va parler aujourd'hui, dans cette session de webinaire, de la fraude transactionnelle. Ce webinaire sera composé de 3 parties. La première partie est la partie la plus importante et la plus conséquente de cette session. C'est celle qui traitera véritablement de notre sujet. Donc, on fera un zoom sur la fraude pour la contextualisation du sujet. On parlera du fonctionnement normal d'une transaction dans le réseau bancaire. On reparlera ensemble des outils qui sont déjà existants pour lutter contre la fraude aujourd'hui. Et on ira plus loin en vous présentant notre solution de lutte contre la fraude qui s'appelle Fraudia et qui est une solution d'intelligence artificielle. Suite à quoi, je vous présenterai rapidement notre société, ProBayes. Et enfin, on se laissera un temps, bien entendu, de questions pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Je vais pouvoir commencer en vous parlant des problématiques de lutte contre la fraude. Le sujet va se focaliser sur la fraude à la carte bancaire. Ce qu'il faut bien comprendre pour recontextualiser le sujet, et là on va prendre des chiffres qui nous sont donnés par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, c'est qu'en France, une transaction sur 1000 est fraudée. Et que, toujours en France, effectivement, nous avons un total, un montant de transactions fraudées à la carte bancaire qui représente une somme de 439 millions d'euros. Pour aller plus loin, parce que c'est justement ces chiffres qui nous montrent que la fraude reste un sujet aujourd'hui dans les organisations, dans les banques, dans les entreprises, dès qu'on a de la volumétrie. Au niveau mondial, il faut bien se rendre compte que la fraude représente un total de 1500 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est très conséquent. Et on voit aussi que dans le monde, les transactions cartes, en 2018, au niveau de la fraude, sont reparties à la hausse, une hausse de 13,4% sur les opérations de paiement et de retrait. Et si on revient dans le contexte un peu plus français, on voit aussi que sur des opérations autres que des cartes bancaires, comme des transactions de virement par exemple, il y a plus de 2500 entreprises qui ont été victimes de la fraude. Donc ça, c'est des chiffres qui émanent de la Fédération bancaire française.
Et effectivement, on se rend bien compte que la fraude, malgré tous les outils qui peuvent exister, reste un sujet. Avant de rentrer dans le sujet de la fraude à proprement parler, un rappel sur le fonctionnement d'un réseau bancaire et surtout comment fluctue une transaction au sein de ce réseau bancaire. On voit qu'il y a plusieurs parties constituantes de ce réseau bancaire qui vont du porteur jusqu'à l'émetteur et que ce réseau bancaire est constitué également de points d'acceptation, de SAA, de serveurs d'autorisation acquéreurs, de réseaux interbancaires avec le réseau CB, le réseau Visa, le réseau Mastercard, et de SAE au niveau de l'émetteur, qui est le serveur d'autorisation d'émetteur. Et c'est un endroit assez important du réseau bancaire pour la lutte contre la fraude. On va pas mal, dans cette présentation, focaliser notre attention à ce niveau-là, au niveau de l'émetteur, au niveau du serveur d'autorisation d'émetteur. Si on fait un zoom entre le point d'acceptation dans ce réseau bancaire et le SAE, le serveur d'autorisation émetteur, on voit que l'aller-retour d'une transaction, la demande et la notification en retour qui en résulte, le fonctionnement va très très vite. On opère une transaction en aller-retour en moins de 200 millisecondes par transaction et on est en capacité dans ce réseau bancaire d'opérer plus de 200 fois par seconde ce type d'opération. Comme je vous l'ai dit en introduction, le sujet ici, c'est plutôt de se focaliser sur les transactions type carte bancaire. Donc, pour délimiter un périmètre de la fraude, effectivement, il y a deux grandes catégories qu'on peut distinguer. La fraude avec carte bancaire, on parle de fraude physique. On parle également de fraude qui se passe à partir de cartes volées. On parlait avant en France, pas trop le cas de skimming. Je pense que vous avez entendu parler du terme. Donc là, retrait avec code PIN, paiement proximité, paiement sans contact. Et on parle aussi de transactions cartes, mais sans carte bancaire. Donc ici, c'est à partir, bien entendu, de données qui ont été piratées pour des achats illicites en ligne, par téléphone, par mail, des commandes passées par téléphone, par mail. On parle je pense que vous avez entendu l'expression, de paiement moto, mail order, téléphone order. La gestion de la fraude à proprement parler, maintenant qu'on a vu comment fluctuait une transaction au sein du réseau bancaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fraude, elle n'intervient pas à un endroit unique dans le réseau bancaire. Elle intervient dans plusieurs parties de ce réseau bancaire. Tout d'abord, le point d'acceptation, avec un exemple d'acteur tel que PayPal, ce genre d'acteur a des règles anti-fraude qui sont établies et qui vont faire un travail de refuser ou d'accepter une transaction. Au niveau de l'acquéreur, les marchands ont également la possibilité en cas de suspicion de fraude, de remonter l'information au point d'acceptation. Les réseaux interbancaires vont, eux, délimiter des scores CB, des scores Visa, des scores Mastercard. Donc, ils ne vont pas, à proprement parler, renvoyer d'informations de suspicion de fraude en disant je ne veux pas que la transaction passe. Ils n'ont pas ce pouvoir-là à proprement parler, mais ils vont quand même délivrer des informations assez précieuses en termes de scoring et qui vont être utilisées, on va le voir par la suite. Et puis, au niveau de l'émetteur, donc là, c'est le principal de la gestion de fraude et c'est là où on va focaliser notre attention, notamment avec le serveur d'autorisation émetteur. Donc, si j'en viens justement à ce serveur d'autorisation émetteur, on voit qu'il y a un fonctionnement par une demande en aller et une notification avec un code retour, un code réponse. Ce serveur d'autorisation émetteur, il va évaluer le risque, il va tenter de gérer la fraude comme il peut, en ayant accès à tout un nombre de services bancaires internes. Il va demander en fait un statut de la transaction pour pouvoir, dans son code retour, délivrer une information de suspicion de fraude ou non. Donc, il va aller chercher effectivement l'information de savoir si la carte existe, le code secret de la carte. Il va aller vérifier des indications des indicateurs tels que le sol, tels que le plafond, et retourner ces informations sous la forme d'un code retour.
Les organisations, les banques, les entreprises, les grandes sociétés, aujourd'hui travaillent depuis longtemps hein, sur la lutte contre la fraude et ont des outils qui sont existants et qui sont performants et notamment qui vont à base de règles d'experts composer un moteur des règles d'experts. Donc ce moteur va être connecté au SAE pour pouvoir derrière être dans une logique de renvoyer des codes retour. Ce moteur des règles d'experts va pouvoir faire un traitement soit en temps réel, soit a posteriori, et va s'alimenter de tout un certain nombre d'informations délimitées par des règles d'experts, et puis également va aller chercher aussi des informations, et c'est là où le réseau interbancaire intervient, au niveau du réseau CB, Visa, Mastercard sur les notes de scoring qui sont délivrées. Alors, pour cette diaporama, je vais passer effectivement la parole à Anna pour qu'elle puisse nous expliquer à proprement parler le fonctionnement du moteur des règles d'experts et puis par la suite, qu'est-ce qu'une règle d'expert, comment elle fonctionne, comment elle est évaluée. Anna, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bonjour. La moteur de règles experts, c'est un outil utilisé par les banques qui aide à créer et gérer des règles expertes. Il aide à tester les performances des règles expertes sur données historiques et aide à suivre la performance des règles en production. Mais qu'est-ce que c'est la règle experte? Qu'est-ce qu'on parle ici? Une règle, elle définit un sous-ensemble de transactions soupçonnées d'être frauduleuses et qui devraient être refusées. On parle des règles expertes parce qu'ils sont créés par les experts métiers. Les gens qui travaillent dans les banques, ils ont une grande expérience dans la lutte contre la fraude. Voici un tout petit exemple de transactions. Les transactions frauduleuses en violet, transactions légitimes en vert, en jaune, un exemple des règles. Pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est une règle, quel type de règles on utilise, voici les 3 exemples. Par exemple, montant de retrait supérieur à 10 000 € dans distributeur en Chine. Par exemple, score Visa d'une transaction dans Google Play Store supérieur à 900. Ou par exemple, règle paiement proximité avec bit magnétique supérieur à 400 € aux États-Unis et après minuit. Vous voyez, avec ces exemples, nous pouvons considérer chaque règle comme la description d'un scénario spécifique de fraude ou comme effet secondaire d'une stratégie utilisée par les fraudeurs. Et il existe un infini nombre de règles possibles à définir. Les sous-ensembles des transactions définies par les différentes règles peuvent être très différents. Et en plus, les sous-ensembles peuvent se chevaucher dans l'image. Une règle parfaite contient seulement les transactions frauduleuses. Mais en réalité, quand on voit par exemple ici dans l'image, les règles ne sont jamais correctes à 100%. Et dans chaque sous-ensemble, nous trouvons toujours un mélange de transactions frauduleuses et légitimes. Et alors, chaque règle a sa propre capacité d'isoler des transactions frauduleuses des transactions légitimes. Merci pour ces exemples de règles. Maintenant, on comprend bien qu'il y a un nombre très important de règles, quasiment infini. Si on se focalise au niveau d'une règle, comment on va mesurer la performance d'une règle, Anna? Oui, il existe plusieurs mesures utilisées par les banques pour évaluer la performance d'une règle. Je voudrais vous parler de 2, je trouve assez important. La première, c'est la pertinence. La pertinence correspond à un pourcentage des transactions fraudées trouvées par la règle. Dans l'exemple présenté, on a une règle en violet qui a rassemblé 14 transactions, dont 7 fraudées. Nous dirons donc que cette règle a une pertinence de 50%. Et naturellement, les règles avec une pertinence plus élevée sont considérées comme meilleures.
Une deuxième mesure importante est liée à la valeur des transactions trouvées par la règle. Nous appelons cela un montant sauvé. Pour la calculer, nous additionnons les montants de la transaction pour toutes les transactions fraudées dans les sous-ensembles de la règle. Nous pourrions considérer cette valeur comme les montants d'argent qui peut être économisé si toutes les transactions dans les sous-ensembles sont refusées. Dans l'exemple, le montant de transactions frauduleuses est de 135 €. Voilà. Ok, on a bien compris qu'au niveau d'une règle d'expert, il y a des critères de performance et qu'ils sont évalués. Maintenant, je pense qu'au niveau d'une règle expert, il y a un travail pour l'établir et qu'il y a un cycle de vie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, Anna? Oui, effectivement, il y a pas mal de boulot pour utiliser une règle. Au début, l'expert a une idée générale d'un scénario de fraude avec des éléments tels que les pays spécifiques, l'aire des transactions, les montants des transactions, beaucoup d'autres possibilités. L'expert, à l'aide de moteurs de règles, utilise les données historiques pour trouver les meilleurs paramètres de la règle. Par exemple, la valeur seuil du montant des transactions. Et il veut que ces paramètres maximisent les mesures de performance, alors, c'est-à-dire la pertinence et les montants sauvés. Une fois que l'expert est satisfait avec la performance de la règle sur données historiques, et elle place la règle dans les systèmes de production. Et dans ce cas, la règle peut être utilisée pour refuser des transactions en temps réel. La performance des règles est ensuite observée en production. Mais ce n'est pas la fin, parce que vous devez réaliser le phénomène de la fraude n'est pas tout statique. Les stratégies de fraude utilisées par les criminels sont en constante évolution et en partie en réponse aux règles expertes utilisées par les banques. De plus, notre société évolue, nos comportements et nos habitudes d'achat changent constamment. Alors, ce qui était autrefois considéré comme fraude est aujourd'hui une nouvelle norme. Et par conséquent, les règles doivent souvent être ajustées, réglées, complètement supprimées lorsque leur performance se dégrade. Et avec chaque changement de la règle, chaque réglage, les cycles se répètent. Test, validation, production et encore. Beaucoup de boulot. Je pense que le point soulevé par Anna est assez important de dire que la fraude, effectivement, n'est jamais statique et dynamique, que nos comportements évoluent, que les comportements des fraudeurs évoluent également. Et que du coup, au niveau des règles experts, on est obligé d'en constituer énormément. Et ce que nous a montré Anna, c'est que quand même le cycle de vie d'une règle d'expert est conséquent et que ça représente quand même un travail pour une seule règle très important. Oui, imaginez, vous avez un moteur de règles avec 800 règles dedans et c'est un énorme travail de contrôler les performances de toutes ces règles. Oui, alors justement, Anna, les avantages, les inconvénients d'utiliser un moteur de règles, vu que effectivement, il y a des comportements de fraude qui arrivent en permanence. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, il y a plusieurs avantages des moteurs de règles. Ils sont extrêmement rapides en production et ça, c'est très important quand on a seulement 200 millisecondes pour réponse. Et un deuxième point très important, les règles sont transparentes et faciles à comprendre. C'est pas une boîte noire. On comprend quand on dit retrait en Chine supérieur à 10 000 €. Mais par contre, ce type de systèmes sont laborieux, peu élastiques. Une fois que le nombre de règles atteint un niveau critique, la gestion des règles, c'est un vrai défi. Et de plus, dans les grands systèmes, à cause des chevauchements des règles, il est extrêmement difficile de mesurer les performances individuelles d'une seule règle. Et alors, si c'est tellement compliqué, comment on peut espérer aller détecter des nouveaux cas de fraude, aller plus en profondeur dans la détection et du coup être plus efficace dans la lutte contre la fraude? Oui, exactement. Dans une moteur de règles mature,
Des règles créées au fil des années couvriront la majorité des grands et moyens scénarios de fraude. La fraude qui reste est difficile à trouver. Il correspond souvent à attaques ciblées, à petite échelle, à des fraudes qui ne peuvent être distinguées des transactions réelles. Les humains ne peuvent pas le faire, mais peut-être quelle intelligence artificielle le peut. C'est pourquoi certaines des banques françaises ont sollicité Probayes pour utiliser l'intelligence artificielle pour, effectivement, pour trouver la fraude restante. Et c'est ainsi que Fraudia a pris vie. Ok, super. Merci Anna. Donc on comprend qu'il y a une grande place pour, dans ce système existant pour aller chercher et lutter plus efficacement contre la fraude en mettant en plus de ce système de l'intelligence artificielle. Mohamed va nous rejoindre, va pouvoir prendre en charge cette partie pour nous expliquer Fraudia, la solution d'intelligence artificielle qui a été mise en place il y a plusieurs années par Probayes et qui est utilisée par de nombreux clients dans le réseau bancaire ou dans d'autres types d'entreprises. Mohamed, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer de manière globale ce qu'est Fraudia? Bonjour. Donc, Fraudia, c'est un produit développé à Probayes, une solution basée sur des algorithmes issus de l'intelligence artificielle pour définir la probabilité de fraude des transactions à la carte bancaire. Cette solution tire profit de la puissance de calcul offerte par certains outils issus du monde du Big Data. Elle est basée sur 3 modèles. Chacun est dédié à un type de transaction, la vente à distance, le paiement ou le retrait. La création de ces modèles est basée sur une grande base de données contenant des téraoctets de vraies transactions anonymisées et sur un cluster de calcul performant. Des caractéristiques clés de Fraudia sont techniques. Par exemple, la durée de traitement d'une transaction qui est inférieure à 50 millisecondes et la capacité de traiter jusqu'à au-delà de 200 transactions par seconde en production. Merci Mohamed. On a vu tout à l'heure ce qu'était un moteur des règles d'experts, ce qu'était une règle d'experts, comment elle a été évaluée. Est-ce que Fraudia est directement connecté à ce moteur ou pas? Pas vraiment, il n'y a pas de connexion directe. Fraudia est connecté au SAE. Le SAE, il envoie une requête de scoring d'une transaction et Fraudia, il retourne un score dans les 50 millisecondes. Puis le SAE, lorsqu'il va interagir avec le moteur de règles d'experts, il envoie la transaction avec le score Fraudia au moteur de règles où du coup le score Fraudia est traité. Et alors, si on va un petit peu plus dans le détail, si on comprend bien, Fraudia remonte un score dans le moteur des règles d'experts? Via le SAE. Donc Fraudia, il est là en complément du moteur des règles. Et donc, l'opérateur, l'expert bancaire qui définit les règles, il peut définir une ou plusieurs règles impliquant le score Fraudia. Ok, donc ça, c'est un point important à bien comprendre, c'est que Fraudia ne vient pas remplacer les systèmes existants, mais vient en complémentarité. Exactement. Et alors, au niveau de Fraudia, est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne, de quoi est constitué Fraudia? Oui, bien sûr. Donc, dans Fraudia, il y a 2 composantes. Il y a une composante offline qui tourne chez Probayes et une composante online qui est en production chez les clients. La composante offline permet de produire des modèles à partir d'un grand historique de transactions traité par l'eau en un temps raisonnable de quelques jours, alors que la composante online est déployée en production à la banque. Elle est optimisée pour fonctionner en temps réel, pour traiter les transactions une par une, d'une façon atomique, en moins que 50 millisecondes avec des pics dépassant les 200 transactions par seconde. Et donc, ensuite, un modèle qui est défini dans le volet, dans la composante offline, il est déposé en production dans la composante online où les transactions, ce modèle du coup, il sera utilisé pour scorer des transactions
cette composante online contient également un module de rafraîchissement des modèles, dont je parlerai après. Ok. Et au niveau de la partie offline, si on reste d'abord sur la partie offline, j'imagine qu'il faut trouver un bon modèle d'intelligence artificielle. Comment on fait? C'est un cycle. En fait, tout commence par la réception des transactions anonymées venant de la banque. Ensuite, il y a un travail de data scientist qui commence et qui consiste en l'analyse, l'exploration des données, la compréhension du contenu de ces données. Ensuite, la tâche suivante, c'est la création des indicateurs. Qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur, c'est une information calculée à partir d'une information brute venant de la transaction. Ça peut être une information simple issue directement de la transaction courante, comme le montant de la transaction ou le pays de l'accepteur. Ou bien, ça peut être une information plus complexe, impliquant les transactions passées du porteur. Par exemple, le nombre de transactions de ce porteur sur les X derniers jours. Et des transactions complexes comme des indicateurs complexes comme celui-ci, il y en a pas mal. C'est la majorité des indicateurs dans Folia. Et donc, tous ces indicateurs sont calculés en temps réel pour plus de 20 millions de porteurs. Ensuite, après la définition d'un ensemble d'indicateurs, on construit différents modèles de machine learning et on les teste. On teste leur performance sur les données passées. Mais si les performances ne sont pas assez bonnes, cela veut dire soit on n'a pas assez de données, soit en fait les indicateurs, il faut soit les modifier, soit on ajouter d'autres, soit on supprimer certains, ou bien il faudrait essayer d'autres algorithmes de machine learning. Et ainsi, cela définit le cycle qui permet, qui est un cycle de fonctionnement qui peut durer quelques semaines ou voire quelques mois. Une fois les performances sont satisfaisantes, le modèle produit est déposé en production dans le volet online chez les clients. D'accord. Et donc la partie online, rapidement, si tu peux nous la présenter. Dans le volet online, la transaction elle est envoyée via des requêtes soumises par le SEE. À ce moment-là, les informations du porteur sont extraites. Ensuite, les indicateurs sont calculés. Les valeurs de ces indicateurs sont envoyées au modèle et du coup, il peut retourner un score. Ce score est retourné au SEE. Tout ce processus dure moins que 50 millisecondes. La majeure partie de cette durée correspond au calcul des indicateurs qui sont des opérations coûteuses. D'accord. Parfait. Et tu mentionnais aussi l'apprentissage automatique. Oui. Et donc, en fait, les transactions reçues en temps réel et qui sont scorées sont gardées afin de rafraîchir le modèle et le re-entraîner sur ces transactions-là. Donc, voilà. Très rapidement, sur la partie technique, hein, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, sur la partie infrastructure. Donc, la partie violette à gauche, il y a les composantes compute notes, ce sont les modules qui tournent en temps réel pour scorer les transactions et donc ils interagissent avec le SEE. Et un module d'apprentissage automatique pour rafraîchir les modèles. Sinon, il y a la composante offline qui est Acrobayes. Il y a un grand historique de transactions anonymisées dont on peut se servir pour essayer des nouveaux indicateurs, définir des nouveaux modèles et s'il y a des nouveaux modèles satisfaisants, on les dépose en production. Parfait, on aura peut-être des questions sur la partie technique tout à l'heure, on y reviendra. Comme je le disais tout à l'heure, Frodia, c'est un produit qui existe depuis de nombreuses années chez ProBayes. Néanmoins, est-ce que tu peux rapidement nous exposer les principaux défis et les principales réussites qui ont été là lors de l'élaboration de ce produit? Je vais en présenter quelques-uns. Donc, par exemple, les indicateurs, surtout les indicateurs complexes qui sont sur des fenêtres de temps, ce sont des opérations coûteuses. Donc, il a fallu réfléchir à une façon optimisée pour le faire en temps réel. D'autre part, en fait, lorsqu'il y a des situations chez les clients, c'est dans un système fermé, on n'y a pas accès. Donc, il faut faire un travail de réflexion pour diagnostiquer. Sinon, par exemple, le système bancaire, il est en constante évolution et en même temps, les façons
de faire des fraudeurs évolue aussi. Donc, Fraudia doit évoluer avec les nouvelles façons de fraude. Je vois que le temps file. Un mot pour finir, Mohamed, parce que Probayes ne travaille là, on s'est focalisé sur les transactions cartes, mais on travaille sur d'autres types de projets liés à la fraude. Oui, nous avons travaillé sur la détection des fraudes au niveau des chèques, la détection des points de compromission au niveau des guichets automatiques, les anomalies de retrait au niveau des guichets automatiques, et nous avons fait un travail de consultation sur le blanchiment d'argent. Et tout ça, à chaque fois en complémentarité avec les solutions existantes de la lutte contre la fraude, ce qui est plutôt un avantage pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec les métiers. Merci Mohamed. Juste avant de passer à la session de questions-réponses, parce qu'effectivement le temps a passé bien vite, je vous présente notre société Probayes, ça va être très rapide. C'est une société qui est située entre Grenoble et Paris, qui est composée de 55 collaborateurs, pour la plupart des ingénieurs, des docteurs. On a été créé en 2003, donc on n'est plus vraiment tout neuf, hein. On est une filiale du groupe La Poste depuis 2016. Et donc, effectivement, on est devenu le centre de R&D en intelligence artificielle du groupe La Poste. On est spécialisé, vous l'avez compris, en intelligence artificielle et en data science. On est né d'un essaimage entre l'INRIA et du CNRS. Donc, on a cette chance d'être vraiment à l'état de l'art, vraiment à la source des informations scientifiques et à la croisée des chemins aussi avec, bien entendu, dans l'opérationnel, les métiers de nos clients. Et une dernière slide avant de passer aux questions-réponses, pour aller vite sur Probayes. On vous a présenté un produit aujourd'hui qui est Fraudia, qui est à destination du secteur bancaire, du secteur des assurances, mais pas que, qui est à destination aussi de toutes les organisations qui ont des fortes volumétries de paiement. Il n'y a pas que des banques et des assurances qui ont des fortes volumétries de paiement. Et en fait, les équipes de Probayes travaillent par équipe et par regroupement de compétences dans différents secteurs. Donc, on a une équipe spécialisée banque assurance, on a une équipe spécialisée automobile, une équipe spécialisée défense où il y a beaucoup d'intelligence artificielle. On travaille aussi beaucoup dans l'industrie, logistique, distribution, la santé beaucoup, hein, surtout en ce moment. On a d'autres produits, Bâtissant, c'est un produit lié à l'énergie. On fait beaucoup de chatbots aussi. Donc, on a la logique produit et la logique de solution sur mesure. Et on adopte toujours une logique de conseil avec nos clients. Et on va les accompagner ensuite sur plein de choses et même dans le temps, après, avec des formations sur machine learning, sur la recherche opérationnelle. Voilà. Merci beaucoup. Je m'arrête là parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de faire les questions-réponses. Donc, on vous laisse la parole à partir de maintenant. Merci. Alors, je vois qu'on a une question de Dominique sur « Avez-vous des clients dans le retail, e-commerce? Si oui, lesquels ?» Alors, bon, on aurait peut-être dû commencer un peu par là, effectivement. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec de très nombreux clients chez Probayes depuis 2003 et dans des secteurs très diversifiés, dont le retail, Dominique. Maintenant, on est quand même sur de la data. C'est un petit peu compliqué de vous donner des informations très claires sur les projets qui sont entrepris avec ces clients. Mais oui, on a une présence dans le retail, et effectivement. On va travailler sur des sujets liés à la fraude et sur des sujets liés à d'autres sujets aussi, à l'optimisation ou d'autres choses. On a une question de Myriam. Quelles sont les banques qui utilisent Fraudia actuellement? Alors, c'est compliqué de donner beaucoup d'informations. Je vais quand même vous répondre parce qu'on est vraiment focalisé sur ce sujet aujourd'hui. Donc,
on a élaboré, pour vous dire, le produit Fraudia il y a entre 6 ans à peu près, en étroite collaboration notamment avec des experts de différentes banques, également du GEE carte bancaire. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler depuis de nombreuses années avec la Société Générale et la Banque Postale dans le secteur bancaire. Et puis, bon, là, je ne peux pas vous en dire plus parce que les projets sont en cours, donc c'est trop confidentiel, mais il y a d'autres banques qui sont intéressées par le sujet parce qu'elles utilisent, encore une fois, tout ce système de règles d'experts et qu'on ne vient absolument pas en concurrence, mais on vient plutôt en complémentarité et c'est ça qui les intéresse. Donc, on va travailler avec la Société Générale, avec la Banque Postale et un certain nombre de leurs filiales sur ces logiques-là. Alors, je prends la question de Aimé. Quels sont les exemples de modèles de machine learning que vous utilisez? Est-ce que Mohamed ou Anna, vous voulez répondre à cette question? Moi, je peux répondre. Alors, un des exemples de modèles qu'on utilise, c'est le modèle XGBoost, qui a une belle, très bonne performance et aussi en temps réel, il est assez rapide. Mais il y a certaines additions pour les modèles qu'elles nous permettent d'expliquer les prédictions des modèles. En pratique, il y a tellement de transactions, milliers de transactions par jour, que personne ne regarde vraiment transaction par transaction pourquoi un modèle dit ça ou dit ça. Mais on focalise principalement sur les performances des prédictions. On avait une question supplémentaire, Anna, je pense que tu y as répondu en partie, mais quand vous appliquez un modèle de machine, recherchez-vous plus l'explicabilité ou la performance? Ce que je dis, voilà, on focalise sur performance, explicabilité, il est là, c'est possible, mais vraiment dans le nombre de transactions, c'est si quelqu'un a une transaction qui veut savoir pourquoi les modèles disent ont scoré de certaine manière, on peut expliquer ça. Mais ce n'est pas très pratique dans ces contextes, en particulier en temps réel. D'accord. Dominique, je ne vous oublie pas pour votre question, mais je continue avec Aimé sur données structurées, données non structurées. Pour l'instant, on travaille avec données structurées qui sont les données des demandes d'autorisation. Alors, demande d'autorisation, c'est une, comment on dit, il y a une collection de certains champs, il y a vers 300 champs, et on peut penser que ce soit comme une jolie table, une ligne par transaction. Ils sont assez bien structurés. Il y a pas mal de nettoyage quand même et de transformation, mais c'est normal dans data science. Dans le sens des données non structurées, on utilise souvent pour les autres projets, par exemple chatbot et Voilà. dans les autres contextes. Ça, je pense que c'est important de le dire. Là, on focalise notre attention dans la réponse sur Fraudia, mais dans les compétences qui émanent au sein de ProBayes, bien entendu, on travaille sur des projets où il y a des données structurées et des projets où il y a des données non structurées. Et effectivement, il y a beaucoup d'opérations de nettoyage, hein, ce qui est normal en data science. Dominique, je reviens à votre question. Ce module peut-il être connecté au PSP type ADN, Bayesian et autres? En fait, là, je laisserai Mohamed répondre sur la partie connexion parce qu'on est sur des logiques API. Mais moi-même, je viens de ce milieu-là. Hein, je viens du monde de la FinTech. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de clients directement PSP, FinTech ou autres. Mais on sait qu'il y a un besoin. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine qui disent aussi faire des choses en machine learning, en lutte contre la fraude, mais on serait ravis de pouvoir leur apporter de la compétence supplémentaire pour les aider là-dedans, parce que je pense qu'il y a des très belles choses au niveau du transactionnel à faire avec eux. Ils ont souvent des
des produits très innovants, très tech, avec de la volumétrie qui peut être intéressante. Et donc, si nous, on peut amener de la compétence en intelligence artificielle pour leur faire gagner du temps, notamment, c'est avec plaisir. Et donc, sur la partie connexion API, je laisse plutôt Mohamed répondre là-dessus. En fait, Frodia, il a été réfléchi avec un cas d'utilisation d'une interaction avec l'USE. Donc, il expose une API et l'USE interroge. Il envoie des requêtes avec des transactions. Après, pour le connecter avec d'autres systèmes, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, qui est dur. Il faudrait juste réfléchir à des cas d'utilisation et pourquoi faire et donc et après adapter le module pour une bonne interaction avec d'autres systèmes. Ok, je vois, Dominique, que vous avez une question sur la DSP2, la directive des services de paiement. Oui, donc c'est compatible. Alors nous, aujourd'hui, juste pour se projeter un peu dans le futur, on a des projets dans les cartons aussi sur d'autres logiques pour la lutte contre la fraude. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on ne va pas pouvoir vous en parler maintenant, mais effectivement, dans la DSP2, il y a des choses assez intéressantes. Qui sont en cours de réflexion pour aller plus loin dans la logique de lutte contre la fraude au niveau transactionnel. Mais aujourd'hui, oui, c'est compatible avec la DSP2, l'utilisation de Frodia. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la fraude n'est absolument pas statique, elle est mouvante. Donc la DSP2 prévoit tout un certain nombre de dispositifs pour lutter contre la fraude, et c'est très bien, notamment on peut penser au SCA, hein, au niveau de donc le Strong Customer Authentication qui va venir progressivement remplacer la logique 3DS de la carte, ou en partie tout du moins, même si c'est pas pour l'instant pas fait. Mais voilà, donc aujourd'hui on regarde de près ces sujets chez ProBayes pour être au plus proche des comportements des fraudeurs, c'est eux qui nous intéressent, pour pouvoir s'adapter et mettre en place les bons dispositifs pour avoir un temps d'avance sur eux. Il y a une question de Myriam. Quel est le mode de commercialisation de l'outil? Licence, prestation de service. Myriam, je vous propose de me contacter suite à ce webinaire. On en parlera, je serais ravi d'en parler avec vous. On a plusieurs types de logiques là-dessus. On a effectivement, quand on travaille avec des très grands acteurs, parce que c'est plus simple, des logiques de licence. On peut avoir des logiques de prestation de service. Et voilà, on peut avoir aussi des forfaits. Ça va dépendre de la nature du projet. Si on est sur du projet one-shot, si on est sur du projet récurrent, si la relation commerciale s'instaure dans le long terme ou pas. Mais parlons de votre projet et je serais ravi de vous répondre là-dessus. Pas de problème. Votre entreprise réalise des projets tellement passionnants. Merci. Je me doute que le lieu n'est pas forcément approprié, mais j'aimerais savoir si vous recrutez... Nanani, nanana. Alors, par exemple, des étudiants. Alors là, je vous invite à nous faire passer votre CV parce qu'on est une société qui est en pleine croissance. On a des beaux projets. Voilà, donc et on prend beaucoup de stagiaires aussi. On prend beaucoup de stagiaires aussi, mais pas que. On recrute beaucoup. Maintenant, bien entendu, il faut que les compétences matchent, bien entendu, avec ce dont on a besoin. Mais faites-nous passer votre CV et puis on le routera en interne. Voilà Laetitia qui vous a répondu, Aimé. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, on espère, avant qu'il y ait une autre question, que ce sujet vous a intéressé, qu'on a répondu à vos attentes là-dessus. On a essayé de ne pas tourner la présentation sur une logique trop commerciale. Voilà. S'il y a d'autres questions, on y répond. Et puis, Laetitia qui met un petit mot. De rien, mais à bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 1 ou 2 minutes qu'il y ait une question qui pourrait se poser, et puis on s'arrête là? Moi, je dois couper la diffusion 1 minute 30 après. D'accord. Bon, s'il y a une question dans les 20 secondes, on la prend, et sinon on arrête. Je vais dire à 45, je coupe. D'accord.
s'il n'y a pas de questions. Ok, bon, bah, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne journée. On espère vous voir bientôt ou au moins échanger avec vous bientôt, parce qu'en cette période, c'est pas simple de se voir. Et puis voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.